Bonjour Rachel. Bonjour Bertrand. Est-ce qu'avant Écosystème, il y avait eu beaucoup de romans qui se plongeaient de telle façon dans le monde des startups? Pas à ma connaissance. Moi non plus. J'ai beaucoup lu pour me documenter pour l'écriture de ce roman. Il y a des romans comme The Circle de David Gers qui raconte un monde un peu futuriste qui se passe dans une grosse start-up qui ressemble très fort à Google, mais qui raconte pas forcément le milieu entrepreneurial, plutôt le milieu des nouvelles technologies. Et un livre qui s'appelle Disrupted de mémoire, qui a été écrit par un journaliste qui a travaillé dans une start-up, mais qui raconte plutôt sa place de journaliste quinquagénaire dans le monde un peu difficile des start-upers dans la Silicon Valley. Ça veut dire que là, il y avait un vrai pari qui était de mélanger votre savoir-faire de romancière avec celui de personne qui est dans ce monde des startups. En fait, mélanger tout ça, c'est compliqué ça. En général, c'est assez casse-gueule et pourtant c'est réussi, mais c'est un exercice difficile. Bah, c'est très gentil, j'espère. Je pense que le vrai travail, c'est de prendre un peu de recul et surtout de faire un gros travail d'empathie. J'ai pas moi-même monté une start-up, donc finalement, j'ai pas non plus le nez complètement dans le guidon où je manque pas d'objectivité. J'étais au contact d'entrepreneurs énormément ces 4-5 dernières années, donc ça m'a permis d'avoir du matériel littéraire pour raconter cette histoire. Mais avant tout, c'est l'histoire de deux êtres humains et ça, je pense qu'on peut tous s'y identifier. Donc c'est Marianne et Lucas. Il y a l'entrepreneur qui mène un peu la barre, qui a évidemment le technicien, alors qui est un peu plus timide, c'est bon qu'on puisse dire. Et ces deux-là, est-ce que vous les avez puisés un peu quelque part? Est-ce que c'est un mélange? Parce qu'on a le sentiment qu'on connaît tous Marianne, qu'on connaît tous Lucas, mais qu'on ne serait pas capable de donner un nom précis. C'est une sorte de mélange de tous ceux qu'on peut connaître dans le web, en fait. Bah, merci beaucoup. Je pense que c'est le rêve de tout écrivain de s'entendre dire qu'on se reconnaît dans ces personnages, parce que tous les personnages de romans ont une portée universelle. Donc oui, Marianne est inspirée de nombreux entrepreneurs et de nombreux entrepreneurs que j'ai rencontrés. Pareil pour Lucas. Il y a aussi beaucoup de moi dans Lucas. Dans Lucas. Oui. Son côté un peu geek est plus confortable avec les ordinateurs qu'avec les êtres humains. Ce qu'il raconte sur son enfance, c'est des anecdotes que je partage sur ma propre enfance. Mais c'est pas des personnages qui sont directement tirés de personnes réelles que j'ai pu rencontrer. C'est plutôt un mélange d'impressions, d'émotions, de traits de caractère, de traits physiques que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Moi, j'évolue dans ce milieu où il y a des quêtes ambitieuses très fortes, parfois excessives, qui me fascinent et que j'ai souhaité raconter. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans le cas et ce personnage est assez intéressant. Et c'est vrai qu'il a un peu la position du sage, un peu en recul, mais on voit qu'il a aussi énormément de défauts et qu'il n'est pas du tout entièrement parfait et qu'il a aussi beaucoup de petits traits de caractère un peu étranges qui font qu'il est intéressant. Il y a énormément de tendresse pour ces deux personnages, tout en ayant une forme de vrai recul sur des délires qui circulent dans le web quand même. C'est-à-dire que c'est pas évident de travailler à la fois dans le web et d'être quelqu'un qui va raconter quand même ce qu'est la partie noire de l'histoire, qui est quand même beaucoup de gens qui fantasment un peu le monde idéal de l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai. Après, bon, je pense que c'est pas interdit d'avoir un peu d'autocritique. Je continue de travailler dans le milieu des startups, je continue d'adorer le milieu des startups. C'est pas pour autant qu'il est pas dénué d'excès, de petites caricatures, et c'est tout à fait sain de s'en moquer, à mon avis. Bon, il y a un personnage qui est un peu le mentor de tous ces braves gens, notamment de Marianne, qui s'appelle Alessandro. Là, très sincèrement, là, on pense vraiment à quelqu'un de très précis, en fait, quand on voit Alessandro. Qui ça? Je sais pas, moi. Je sais pas si ça vous a déjà été dit, mais enfin là, pour le coup, le portrait est assez clair et net pour pas mal de gens, non? Eh ben, écoutez, j'en suis ravie. Si on peut faire des parallèles avec la vie réelle, moi, ça non, mais il y avait bien. vraiment une envie de faire un portrait de ce personnage-là que chacun essaiera de trouver, parce que sinon il y a moins d'intérêt à lire le roman. Donc je dirais pas à qui on pense, mais est-ce que s'il y avait une vraie volonté ou est-ce que ça reste un personnage mosaïque aussi, lui? Non, il y avait une vraie volonté d'incarner ce personnage que je pense qu'on retrouve pas seulement dans le microcosme parisien, mais dans plein d'autres écosystèmes start-up et pas que start-up d'ailleurs. Celle de la figure du gourou, qui est à la fois un être très bienveillant et très critique. Et qui est pas manichéen, qui est pas tout blanc ou tout noir, mais qui a un mélange des deux. Et effectivement, il est inspiré de personnes que j'ai pu rencontrer, mais pas seulement. D'ailleurs, Alessandro, c'est le nom d'un autre Airbnb que j'ai eu dans l'un de mes voyages pendant lequel j'ai écrit ce roman et qui m'a aussi servi dans mes inspirations. Ce qu'on voit bien dans Écosystème, c'est que les personnages et donc leurs mentors les encouragent à poursuivre leur volonté, qui est de monter une start-up au sens vraiment pur du terme. Donc une start-up, c'est une boîte qui cherche une croissance
hyperbolique, avec une courbe qui va très très vite et qui potentiellement sera valorisée plusieurs dizaines, centaines de millions, voire 1 milliard. C'est pas du tout le cas de toutes les petites entreprises, et c'est aussi un peu ça le message du livre, qu'il n'y a pas, voilà, c'est l'idéologie start-up entre guillemets, elle vaut pour les start-up, pas forcément pour les petites sociétés, et en fait il n'y a pas de honte à vouloir monter une petite boîte qui n'est pas une start-up. Alors évidemment le Graal c'est de monter une future licorne, et la Mecque c'est San Francisco, la Silicon Valley, donc on part là-bas, on sent que vous êtes allé assez souvent et vous connaissez bien, et c'est pas un portrait de San Francisco qui est celui très enjoué qu'on a souvent l'habitude d'entendre, c'est un San Francisco extrêmement dur, extrêmement froid qu'on découvre dans ce livre en fait. Oui, c'est vrai, je suis allée à San Francisco en 2015 pour découvrir ce que c'était cette Mecque et la voir de mes propres yeux. Et j'ai été très frappée justement par les impressions que j'en ai eues. J'idéalisais beaucoup cette ville, mais plutôt pour son côté artistique. J'ai beaucoup lu les chroniques de San Francisco d'Ernest Maupin quand j'étais ado. Donc j'ai été à la fois frappée, un peu déçue, et surtout je me suis rendu compte de ce que ça pouvait représenter d'avoir justement un excès d'ambition. Pas que start-up, hein, ça s'applique à tous les secteurs, mais j'ai voulu retranscrire la désillusion qu'on peut ressentir quand on arrive dans cette ville, a fortiori quand on s'en est fait une montagne, comme Marianne et Lucas. Ce qu'on découvre, c'est qu'en France, on nous explique toujours qu'à San Francisco, il y a une espèce d'esprit de solidarité entre toutes les startups et qu'il faut faire ça. Et ça existe en France réellement. En tout cas, ça existe assez souvent. Finalement, là-bas, c'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus guerrier que ça, finalement. Le monde des startups. La solidarité, oui, en fait, le monde des startups, c'est vrai qu'il faut voir les choses en face. C'est du business, hein, donc il y a de la compétition et la loi, c'est que le meilleur gagne. Donc il y a pas cette vocation un peu humanitaire qu'on peut s'imaginer parce que les start-upers se réclament d'un idéal de vouloir changer le monde. Ça reste du business et l'objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Et créer de la valeur, ça peut vouloir dire créer de la valeur financière. Donc effectivement, c'est un milieu qui est très compétitif, mais pas que. On ne faut pas en retenir que ça. Par contre, c'est vrai que c'est un trait qui est assez important et je pense qu'on le voit dans le bouquin. Une startup, c'est un monde agile. Il fallait écrire un livre qui le soit aussi. Alors pour faire un monde agile, il faut un monde en mouvement permanent et le livre est en mouvement permanent. En fait, on découvre la psychologie des personnages dans leurs actions réellement. Et il n'y a pas de psychologisation finalement à outrance des personnages et c'était ça la difficulté en fait. De pas rentrer dans la tête de Marianne pour essayer de penser à sa place, mais d'essayer d'imaginer ce qu'elle pouvait avoir dans la tête. Ça, c'était vraiment un travail de romancier qui était intéressant, ça, non? Écoutez, j'espère. Effectivement, on suit les aléas de leur entreprise, on suit leurs aléas d'être humain, on suit leurs histoires d'amour, on suit leurs aléas physiques aussi, leurs blessures, parce que être entrepreneur c'est un tout, pas que monter une boîte, hein, c'est un investissement qui est quasi physiologique. Donc ça en dit beaucoup, je pense aussi sur la psychologie, mais il y a un certain arc quand même qu'on peut suivre dans la psychologie de Marianne et Lucas, qui sont d'ailleurs des arcs inversés. Et qui montre comment est-ce qu'on peut aussi changer d'avis, remettre en question son ambition personnelle, remettre en question les motivations en tout cas. Lucas c'est un amoureux, en tout cas potentiellement fort, et Marianne va être quelqu'un qui va refuser l'amour parce que ça peut être gênant d'une certaine façon pour sa carrière et pour son entreprise. Et c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs ou hommes ou femmes qui s'interdisent en fait la possibilité de l'amour dans le cadre du développement de la boîte. Oui, et d'ailleurs c'est une façon de penser qui est largement remise en cause aujourd'hui. L'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est un sujet qui est pris à bras le corps de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Mais effectivement, il reste des types d'ambitions qui pensent qu'il faut se dédier corps et âme, au sens propre, à son objectif en oubliant tout le reste. Et c'est ce que Marianne pense devoir faire pendant une grande partie de son parcours que je raconte dans l'écosystème. Ouais. Marianne, en fait, elle est pas censée être aimable. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en le lisant, elle est très agaçante, elle c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais elle est tellement touchante aussi dans Mais elle est touchante, oui. Bon, ça c'est vrai que j'aime bien ces personnages un peu paumés, qui sont à la fois agaçants, à la fois touchants. C'était aussi le cas dans mon premier roman. C'est les personnages qui m'intéressent le plus. Et oui, bien sûr, quand on les crée, on s'y attache. Il y a ce que je raconte dans l'histoire, mais il y a un travail préparatoire d'imagination, quelles ont été leur vie, leur famille, leur futur, leur avenir, qui fait qu'on s'y attache beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cru se reconnaître au premier degré directement en se disant « mais pourquoi tu as parlé de moi dans ce roman ?» Bien sûr, alors ça m'a fait très plaisir. J'ai des amis entrepreneurs qui m'ont écrit « j'ai l'impression de lire ma vie ». Donc ça m'a fait vraiment très plaisir parce que, encore une fois, le travail de romancier, c'est un travail d'empathie. Moi-même, n'ayant pas monté de boîte, j'ai dû vraiment faire un travail très important de documentation, mais pas de documentation scientifique, de documentation psychologique. Ça m'a fait très plaisir, mais pas seulement
Moi, ce que j'ai souhaité faire avec Écosystème, c'est vraiment aussi raconter une histoire qui parle pas qu'aux entrepreneurs, qui parle d'ambition personnelle, qui parle de quête de soi. Et quand une universitaire me dit oui, je me reconnais dans les personnages, là, ça me fait encore plus plaisir. Ça donne envie finalement à l'arrivée de se lancer dans ce combat qui est quand même un combat qui demande une énergie absolument incroyable, quoi. C'est à la vie à la mort un peu quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, je rejette un peu l'idée que les gens ne rêvent que de se la couler douce au bord d'une plage pour le reste de leur vie. Je connais personne autour de moi qui rêve réellement de ça, en fait. Les gens, à mon avis, aiment un peu souffrir et aiment la reconnaissance de l'effort une fois que l'effort a été accompli. Donc moi, j'ai des centaines et des centaines d'amis qui se battent au quotidien pour leurs objectifs personnels, que ce soit monter des boîtes, écrire des livres, réaliser une œuvre artistique, etc. Donc c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. C'est pas un roman d'ailleurs qui se veut donner des leçons sur faut-il ou non monter une boîte, c'est pas du tout l'objectif. Ça peut donner des indications sur mon regard à moi de romancière de ce que ça peut être la vie d'un entrepreneur, comme de ce que ça peut être la vie d'un ambitieux en général, parce que c'est généralisé. Et du coup, non, si vous avez envie de bosser beaucoup et de prendre beaucoup de risques, et si vous êtes très résilient et très optimiste, oui, bien sûr, je vous encourage à monter des startups. Mais c'est cette capacité à souffrir très très fort et très très longtemps pour un rêve qui est la plus touchante finalement chez tous les entrepreneurs. Oui, c'est vrai. Mais en ça, je me reconnais en eux, car écrire, c'est un peu la même chose. C'est souffrir beaucoup avec très très peu de chances de réussite. Donc oui, je partage ça avec eux.